Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez sûrement déjà fait cette expérience. Vous vous installez tranquillement pour un moment pour vous, où vous allez vous tirer les cartes sur une question importante pour vous. Vous mélangez votre tarot, vous sortez le tirage, et là, rien ne vient. Ou alors vous voyez à peu près ce que veulent dire la plupart des cartes, mais il y en a au moins une qui bloque, aucun moyen de la faire craquer. À ce moment-là, soit vous abandonnez, soit vous vous arrangez avec l'emplacement, voire avec la signification, pour lui faire dire quelque chose qui vous arrange, et vous quittez le tirage avec l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout. Et ça arrive vraiment, vraiment souvent. Le réflexe, c'est alors de se dire qu'on n'est pas bon, qu'on ne connaît pas assez les cartes, que le tarot c'est vraiment trop difficile pour nous, etc. Et si c'était pas vraiment votre faute? Et si votre cerveau en fait n'était pas fait pour lire les cartes tout seul? C'est pas vous qui êtes mauvais en fait, c'est la nature de l'exercice d'être comme ça. Le tarot c'est un défi, et pas seulement parce qu'il nous pose sans cesse des énigmes avec ses cartes surprenantes. Notre cerveau adore confirmer ce qu'il sait déjà. Et comme on tire les cartes au hasard, on ne les choisit pas en fonction de ce qu'on croit ou de ce qu'on a envie d'entendre. Par conséquent, le tarot adore nous contredire. Et pourquoi nous contredire? En fait, pour nous mettre face à nos points aveugles, à notre déni ou à ce qu'on ne sait pas. Or, la définition d'un point aveugle, c'est qu'on n'arrive pas à le voir. Même si on a une carte devant les yeux, dans ces moments-là, la carte reste mystérieuse, point. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi l'interprétation individuelle est limitée par nature et comment ce sont les échanges qui donnent toute sa richesse au tarot. En effet, le tarot était à l'origine un jeu de cartes à 4 joueurs, il n'a jamais été fait pour être joué en solitaire. Alors d'abord, pourquoi lire seul est difficile et que c'est normal? Nous avons tous des croyances, des préjugés, des biais cognitifs. C'est impossible autrement parce que l'esprit fonctionne comme ça. Nous vivons dans une réalité complexe et trop complexe pour être analysée en permanence sans surcharge. Les choses sont compliquées et donc nous mettons sans cesse en place des raccourcis pour simplifier les choses autour de nous parce que sinon ce serait insupportable. Le problème, c'est qu'à force de simplifier, on risque de rater des éléments très importants ou alors on risque de s'enfermer dans une narration du monde qui ne fait plus sens. Par exemple, le monde, c'est les gentils contre les méchants, sachant que les gentils sont ceux qui sont d'accord avec moi, point. À ce moment-là, c'est un peu dangereux parce qu'on risque de perdre contact avec la réalité. Or, comme nous vivons quand même dans la réalité, à ce moment-là, celle-ci risque de se rappeler à nous de façon vraiment brutale ou dangereuse, un bon moment maison Dieu qui peut être en fait vraiment destructeur, pour soi-même ou pour son entourage. Notre cerveau fonctionne de telle manière que nous avons tous des biais cognitifs qui déforment notre perception des choses. C'est très très important de se renseigner sur les biais cognitifs usuels, déjà pour le voir venir quand un discours commercial essaye de s'en servir pour tirer avantage de nous. Ensuite, pour savoir les tempérer, pour évaluer correctement la réalité qui est en face de nous. C'est-à-dire agir en fonction de ce qui se passe réellement, pas en fonction de ce qu'on croit qu'il devrait se passer. Je vous donne juste un exemple de biais, le biais de confirmation. Notre cerveau adore chercher uniquement ce qui confirme ce que l'on croit déjà. Imaginons une croyance au hasard. Croyance au hasard, j'ai pas de chance en amour. Vous matchez avec quelqu'un sur une appli de rencontre. Il vous répond pas, alors c'est la preuve que vous êtes maudit. Il répond, mais il ne vous plaît pas, alors c'est la preuve que les gens intéressants ne veulent pas de vous. Il répond, il vous plaît, mais il y a un petit défaut, c'est la preuve que ça peut pas marcher. Ou alors il répond, il vous plaît, il n'y a pas de défaut visible, c'est la preuve que ça cache quelque chose et que vous êtes en train de vous faire avoir. Donc à ce moment-là, vous laissez tomber. Tant que ce biais de confirmation n'est pas conscientisé, tant qu'il n'est pas maîtrisé, le cerveau va trier tous les éléments pour nourrir le récit de départ qui était « j'ai pas de chance en amour ». Et ce récit devient une prophétie autoréalisatrice. C'est quelque chose que nous faisons absolument tous les jours, juste sur des domaines différents. Et c'est assez marrant d'essayer de pointer les endroits où on le fait au quotidien. Vous voyez comme ce biais va venir résister en fait quand on se fait un tirage de tarot. On s'attend à voir ce qu'on s'attend à voir, donc en fait si le message est différent,
il va passer à côté de notre cerveau. Il va avoir beaucoup de mal à nous arriver. Et ça, c'est pas notre faute. C'est que le cerveau est fait comme ça. Il y a énormément de biais cognitifs à l'œuvre tout le temps dans notre esprit. Le biais de confirmation, le biais de négativité qui fait qu'une chose négative va nous marquer beaucoup plus et de façon beaucoup plus durable que 50 choses positives. L'effet projecteur qui nous fait croire que tout le monde nous juge mal alors qu'en réalité les gens pensent pas à nous à ce point-là, etc., etc. Il y en a plein qui fonctionnent constamment. Et en plus, il n'y a pas que le biais cognitif, il y a le point aveugle qui fait que instinctivement on va éviter les zones douloureuses. Et des zones douloureuses, on en a tous. Il y a la projection qui fait qu'on a tendance à voir autour de nous ce qui nous occupe déjà l'esprit. C'est pour ça par exemple que quand on est en colère, on a l'impression que les gens autour de nous sont hostiles. Le résultat de tout ça, c'est que quand nous lisons nos cartes de tarot, nous le faisons avec des œillères qui diffèrent pour chacun en fonction de notre expérience, de notre histoire de vie, de nos croyances personnelles, etc. Mais du coup, quand une carte sort qui contredit complètement un biais que nous avons, on risque tout simplement de ne pas la comprendre du tout. C'est vraiment très difficile de lire en dehors de ces filtres. C'est un peu comme essayer de juger de la couleur d'une image quand on porte des lunettes colorées. On n'arrive pas à voir autrement. Mais alors, comment est-ce qu'ils font les professionnels qui proposent des tirages qui nous parlent quelles que soient les cartes ? Je vais vous parler des professionnels parce que si vous êtes en train de travailler votre pratique, votre but c'est d'arriver à une lecture au moins aussi bonne. Donc quand on tire les cartes à quelqu'un, on n'est pas tout seul en train d'interpréter les cartes. On n'est pas en train de parler comme si on était en train de transmettre une vérité que l'autre aurait qu'à écouter. Parce que si on ne faisait que ça, il est 100% certain que le tirage ne parlerait pas du consultant, qu'il parlerait uniquement de vos projections personnelles en tant que lecteur, parce que là, vous êtes en train de dire ce qui vous parle à vous. Problème, la personne en face de vous est venue pour avoir une réponse qui lui parle à elle, ce qui sera forcément différent. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas la même personne que vous. Ça, c'est vraiment une question de travail sur l'ego, d'apprendre que notre point de vue n'est pas la vérité. En réalité, un tirage de tarot, c'est un dialogue, même si ce dialogue est parfois caché. La personne qui vient se faire tirer les cartes, elle envoie énormément d'informations. La formulation de sa question est loin d'être neutre. Il y a son langage non verbal, il y a sa façon de se présenter, de réagir, etc. Et tout ça, votre intuition peut le saisir pour trouver ce qui résonne avec dans les cartes. Et surtout, pendant que vous parlez, la personne écoute et elle se projette dans votre discours. Là, on est en train d'utiliser en fait le biais de projection de façon positive parce que sa problématique est présente à son esprit et donc elle verra dans les cartes ce qui est pertinent pour cette problématique. Quand ça lui parle, on le sait. Quand ça lui parle pas, on le sait aussi. Soit ça se voit sur son visage, soit la personne réagit. Quand on propose une hypothèse d'interprétation, c'est toujours une hypothèse qui n'a pas d'autre fonction que d'ouvrir le dialogue. Et si ça lui parle pas à ce moment-là, on essaye autre chose. Si ça lui parle, en général, elle va rebondir et elle va nous dire ce que ça signifie pour elle. Et ainsi, on construit toute l'interprétation du tirage sous forme de dialogue. La petite subtilité, c'est que parfois la personne ne parle pas. Donc, on peut avoir l'impression que c'est un monologue, mais en réalité, si on est bon lecteur, on va rester quand même 100% à l'écoute de la personne, pour tout ce qu'elle envoie intuitivement sans s'en rendre compte. Ne serait-ce qu'une attitude fermée quand ça lui parle pas, une attitude ouverte quand ça lui parle. Et l'avantage d'aller se faire tirer les cartes de cette façon, c'est que, comme le tarologue n'a pas les mêmes points aveugles que la personne qui vient se faire tirer les cartes, à ce moment-là, il n'aura pas de problème à émettre des hypothèses que toute seule, cette personne aurait eu du mal à trouver elle-même dans ses cartes. Donc le tarologue sert à apporter des ouvertures inédites, et là le consultant vient les enrichir par son vécu. Donc on n'est pas juste dans une projection. Un tireur de cartes qui n'écoute pas son consultant de façon aussi profonde, lui il serait juste en train de parler de lui en fait. Et donc il sera en train de projeter ses névroses à lui, et d'attendre que l'autre les avale, et ça c'est un des ingrédients de l'emprise, et qu'on peut mettre en place même sans le vouloir quand on manipule un outil aussi puissant. Et ça, c'est important de vraiment, vraiment y réfléchir, parce que de toute façon, les sceptiques, ils ont raison de se méfier. Quand on vient se faire tirer les cartes, on s'ouvre, on pose une question sincère qui porte sur ce qu'il y a de plus important pour nous à ce moment-là. Donc on est en position de vulnérabilité. On est aussi en pleine suspension de son esprit critique. Pourquoi ? Parce qu'on assume complètement à ce moment-là de venir faire ce truc un peu dingue qui est de se faire tirer des cartes au hasard. Et de toute façon, la projection ne marche que si on y met du sien, si on joue le jeu. Et donc, tout simplement, il y a un très gros risque que le lecteur en face soit en position de prendre de l'emprise, que ce soit volontairement ou non d'ailleurs, parce que quand on est juste l'un en face de l'autre,
Ce à quoi on s'attend de base, c'est qu'il y en ait un qui parle et l'autre qui écoute. Donc qu'il y en ait un qui ait la vérité et l'autre qui la reçoive. Donc qui s'y soumettent. Et l'emprise n'est pas forcément volontaire parce que si le tarologue n'est pas au courant qu'en réalité un bon tirage de tarot, c'est un moment où on fait semblant de parler à la place de l'autre, mais seulement semblant, vous voyez, c'est un peu subtil, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de détachement de son ego. Donc en fait, il y a pas mal de chances qu'il ne le sache pas, et là, on est dans une situation problématique. On peut avoir un tirage génial si on connaît bien son tarologue, comme on peut complètement se faire avoir, parce qu'en fait, on a eu la malchance de tomber sur quelqu'un qui n'a pas suffisamment travaillé sur lui, et ça, on ne pouvait pas le savoir. Donc se tirer les cartes tout seul, c'est difficile parce que les cartes vont venir titiller nos points aveugles et que c'est difficile de voir ces points aveugles. Il faut une sacrée gymnastique mentale pour arriver à sortir de ces œillères. Se faire tirer les cartes en binôme, ça permet de décaler ces points aveugles parce que l'autre n'a pas les mêmes que nous. Donc il est en mesure de nous donner des hypothèses auxquelles notre esprit à nous aurait empêché de penser. Mais c'est un peu dangereux quand même. Parce qu'il y a toujours le danger de se retrouver pris dans les projections de l'autre. Parce que dans ce face-à-face, les postures ne sont pas égales. C'est ça la clé. Il y a celui qui questionne et celui qui répond. Donc par nature, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie, le bon tarologue, il en joue pour la briser de l'intérieur. Mais celui qui est moins bon, il ne va pas s'en rendre compte. Et celui qui est mauvais, il va s'en servir. Mais c'est pas la peine de se décourager parce que, heureusement, il y a une troisième voie qui permet d'éviter les deux écueils, le point aveugle et l'inégalité des positions. Et en fait, dans mon opinion, il n'y a rien de mieux que le groupe pour pratiquer le tarot, pour poser ses questions et pour avoir des réponses. Le principe, c'est qu'on se réunit à plusieurs autour d'une table, plusieurs, c'est plus que deux, entre 2 et 7 dans l'idéal, entre copains, entre passionnés, etc. Il y a une personne qui pose sa question, on tire les cartes, et là, tout le groupe va collaborer pour essayer de comprendre ce que le tirage veut dire. Et donc, chacun émet ses hypothèses. Et donc, en fait, tout le monde sait qu'aucune n'est la vérité, parce que la vérité, seul celui qui a posé la question peut la voir, parce que c'est une question sur sa vie. Donc, la vérité sur sa vie, elle est en lui, elle n'est pas en quelqu'un d'autre. Celui qui a posé la question, il écoute toutes les hypothèses, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui, par hasard, lui parle. Et à ce moment-là, il l'indique. Et comme dans un groupe, il y a plusieurs cerveaux en train de fonctionner en parallèle, déjà tout va beaucoup plus vite parce que comme les cerveaux sont différents, ils vont très vite trouver beaucoup d'hypothèses et de facettes toutes différentes. Et surtout, comme chacun a des points aveugles différents, plus on est nombreux, plus on couvre de terrain parce qu'un point qui bloque pour l'un des participants va pas bloquer pour un autre et vice-versa. Donc c'est plus facile d'obtenir ces réponses à ce moment-là que quand on est tout seul face à ces cartes. C'est plus fun aussi, c'est plus créatif. Et surtout, ça fait progresser extrêmement vite. On voit en direct comment d'autres personnes interprètent les mêmes cartes. Et ça donne énormément de recul et de profondeur à notre lecture. Et aussi, on apprend à identifier nos propres tics et nos biais en observant ceux des autres, ce qui est toujours intéressant pour tout le monde. Alors dans un groupe, c'est important qu'un des participants au moins soit chargé du cadrage pour maintenir le fait que les positions doivent toujours rester égalitaires. C'est pour ça qu'il y a quelques règles à respecter pour assurer que le cadre soit sécurisé. D'abord, on n'essaye pas d'avoir raison. On propose et on laisse circuler, on n'impose pas. Je dis ça parce que des fois, il y a des gens, tu leur donnes des cartes, ils se sentent plus. On est là dans une optique de partage et de collaboration pour apprendre et pas pour montrer qu'on sait. Donc, on s'interdit absolument, dans un cadre comme ça, de couper la parole, de donner des interprétations bloquantes, d'affirmer à l'emporte-pièce, etc. On propose, et celui à qui s'adresse le tirage dispose. Et on s'interdit aussi de crier au ressenti pour apporter quelque chose qui ne serait pas dans les cartes, ça c'est intrusif. On s'interdit aussi de donner une opinion personnelle sur la question. C'est pas le sujet, parce que si la personne a posé une question aux cartes, c'est qu'elle veut l'opinion des cartes. Sinon, elle vous aurait directement demandé votre opinion à vous et on ne serait pas passé par le tarot. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais savoir mettre de côté ses opinions personnelles, c'est un vrai travail sur l'ego. C'est très intéressant, mais c'est aussi très difficile au début. Donc c'est vraiment important que tout le monde soit bien vigilant pour éviter que l'on plaque des opinions sur le tirage quand c'est pas la demande. Avec ces règles-là à l'esprit, on s'assure d'avoir un groupe qui est toujours safe, toujours bienveillant, toujours égalitaire. Et donc si vous faites une expérience comme ça, vous verrez à quel point ça accélère votre pratique, ça accélère votre interprétation. Il y a un vrai effet boule de neige à avoir plusieurs perspectives différentes en parallèle. Ça permet de sortir de son ego, ça permet de quitter ses points aveugles, de reconfigurer son esprit,
et de participer à une intelligence collective qui nous fait dépasser nos propres limites. C'est pour ça qu'on progresse en fait. Et ce sont aussi des moments de partage qui sont vraiment chaleureux parce que ça se fait toujours autour de questions sincères. Le tarot en fait ça a toujours été un jeu à plusieurs. Dans l'Italie du XVIIIe siècle, c'était un jeu à 4. C'était un jeu où en fait les joueurs changeaient de chaise entre chaque tour. Aujourd'hui, les cartes qu'on lit, elles servent à ouvrir le dialogue pour déclencher des prises de conscience dans les endroits où on ne pensait pas que se cachait une vérité. Et plus on s'écoute, plus c'est facile de lire les cartes. Ça vaut pour s'écouter soi, mais ça vaut aussi pour écouter les autres. On s'écoute nous-mêmes, mais on s'écoute quand on est en groupe aussi. C'est super intéressant d'organiser des groupes, que ce soit entre amis, entre amateurs par exemple. Il suffit d'une après-midi au café pour ça. Ne restez pas dans un bocal, trouvez votre tribu. Si vous n'avez pas de groupe sous la main autour de vous, vous pouvez rejoindre le mien. Venez sur ma page Patreon, vous pourrez voir tout de suite plein d'exercices de tirage où vous pouvez participer à l'interprétation en commentant ce que vous voyez dans les cartes et en lisant les interprétations des autres. C'est ouvert à tous. Le lien est en dessous de l'épisode. Je poste des exercices très régulièrement pour vous aider à affiner votre pratique. Le tarot, c'est un outil qui sert à mettre des mots sur ce qui est caché, qui sert à ouvrir la parole, qui sert à créer des liens. Donc ça vaut le coup de saisir l'occasion et de participer à quelque chose de bien. N'hésitez pas à y aller de votre commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.